Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la région des Hauts-de-France, cher Xavier, Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parlementaires, bien entendu, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chers amis, 2600 drachmes. 2600 drachmes. C'est, paraît-il, le montant moyen d'un prêt à la grosse aventure, c'est comme ça que ça s'appelait, en Grèce aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Si. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt à la grosse aventure? C'est un prêt qui permettait à un marchand d'acheter plus de marchandises dans le but de les échanger et de s'assurer contre le risque de naufrage. Démosthène, qui descendait d'une famille de marchands et qui a plaidé dans des litiges commerciaux, donne, je crois, un exemple précis des contrats qui encadraient ce type de prêt, les prêts à la grosse aventure, dans un de ses écrits. Et je sais qu'à l'EDEC, on aime lire Démosthène dans le texte. C'est d'ailleurs une des caractéristiques essentielles de la formation dans cette école. Et donc je vous parle de choses que vous connaissez bien entendu. Ce petit exemple permet d'illustrer deux choses. D'abord, 3000 ans après Démosthène, l'export reste souvent une grosse aventure. Une aventure qui peut rapporter beaucoup, mais une aventure qui peut aussi coûter cher. Une aventure qu'on ne mène jamais seul et qui fait appel, aujourd'hui encore, à des outils financiers. Seconde chose, au moment où l'humanité affûtait de nouvelles armes, au siècle de Démosthène, elle crée aussi d'autres armes beaucoup plus pacifiques, mais non moins sonnantes et trébuchantes. Je veux parler de la monnaie, du crédit, de la banque et de l'assurance. Les historiens le savent, l'histoire retient au fond les grandes puissances militaires et les grandes puissances commerciales. Elle retient aussi les grandes avancées de l'esprit. Mais les grandes puissances militaires et les grandes puissances commerciales, parfois se confondent, parfois s'affrontent. Dans les deux cas, elles font l'histoire. Le commerce international est donc un élément de la puissance économique, bien entendu, et de la puissance politique. C'est un indicateur, un baromètre. Un indicateur et un baromètre du dynamisme d'une économie, de sa compétitivité, mais aussi de son influence dans le monde. Un monde ouvert dans lequel, comme l'a rappelé le président de la République, le commerce est un bien commun mondial, qu'il faut donc préserver et développer. Préserver ensemble ce bien avec tous les pays. On le sait, dès qu'un pays prend des décisions unilatérales en faveur de ses producteurs, il s'expose à des mesures de rétorsion. On sait aussi parfaitement où cette spirale peut conduire. Cela fait, mesdames et messieurs, 14 ans. 14 ans que chaque année, chaque mois même, on constate un déficit de notre balance commerciale. Et pas petit, le déficit. Pas du tout. On parle pour 2017, Jean-Yves Le Drian l'a dit, de 63 milliards d'euros, soit le plus haut niveau jamais enregistré depuis 2012. Ce déficit commercial, il est à comparer avec les excédents commerciaux d'un certain nombre de nos voisins et donc de nos compétiteurs. Ce déficit, on le commente, beaucoup, un peu trop même, et plutôt que de le commenter, plutôt d'ailleurs que de commenter, on les commente pas les chiffres, on les commente, plutôt que de les commenter mois par mois, je préférais qu'on commente des tendances. Parce que les chiffres mois par mois, au fond, ne veulent pas dire grand-chose. Il ne s'agit pas de cacher les chiffres, il s'agit de leur donner du sens. Donc on commente ces chiffres. Et à force de commenter, on se désole. Et à force de se désoler, on oublie de réagir. Et donc je ne suis pas venu pour vous miner le moral, je suis même plutôt venu pour vous le gonfler le moral, parce que je vois au moins deux bonnes raisons d'espérer. D'abord, ce déficit, celui que nous commentons, il n'a pas toujours existé. Quand nous étions à votre place, Jean-Yves et moi, enfin on n'était pas exactement à votre place,
la balance commerciale française était excédentaire. Elle n'était pas systématiquement, elle n'était pas régulièrement, mais enfin, elle pouvait l'être. Ça veut dire qu'à une époque évidemment récente, merci de le remarquer, nous avons su être compétitifs à l'export. Nous le sommes encore, dans certains secteurs, dans certaines entreprises. Mais globalement, nous ne le sommes pas suffisamment. Et ça veut dire que la détérioration de cette balance commerciale n'est pas inéluctable et qu'il n'est évidemment pas trop tard, il n'est jamais trop tard, pour redresser la barre. C'est ma seconde raison d'espérer. Nous avons décidé de nous attaquer au problème, de nous y attaquer franchement, de nous y attaquer de tous les côtés, de nous y attaquer avec vous, les étudiants, avec les chefs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui, parce que ce sont eux qui exportent, ce n'est pas l'État, avec les collectivités, parce que le développement international des entreprises locales relève de leurs compétences. Je le dis ici dans les Hauts-de-France, qui est au fond la plus européenne des régions françaises, une des plus jeunes, une des plus dynamiques. Je le dis à Roubaix, la ville qui, en 1911, a organisé sans l'aide de personne l'exposition internationale du nord de la France. Donc une ville où on sait attirer et promouvoir, où on a su attirer très fort et promouvoir très loin. Vous étudiez dans une excellente école. Vous êtes donc d'excellents élèves. Voilà. Des élèves auxquels on ne fait pas un cours sur les causes du déficit de la balance commerciale française. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être le meilleur professeur d'économie pour vous faire un cours de cette nature. Je vais donc rester sur mon terrain et m'en tenir à ma conviction. Ma conviction, c'est que le déficit commercial français, c'est le résultat d'un cumul de déficits de notre pays. Déficit de compétitivité, déficit d'investissement, déficit de compétences, déficit de stratégie structurée par filière, déficit de vision, déficit d'accompagnement. C'est ça la vérité. J'ajouterai à cette liste une cause peut-être plus culturelle, plus psychologique. Exporter, c'est un métier. Ou plus exactement, c'est une forme d'esprit. Et ça s'apprend. Il faut donc l'enseigner, puisque ça s'apprend. C'est le sens de ma présence dans une école de management aujourd'hui. En plus, j'ai compris que c'était assez à la mode en ce moment. Je l'ai dit, le déficit commercial français repose sur un cumul de causes. À ce cumul de causes, nous devons, mesdames et messieurs, répondre par un cumul de solutions. Elles ne relèvent pas toutes du même niveau, j'en vois au moins 3. Il y a d'abord tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour réparer le pays et pour restaurer sa compétitivité. Je dirais même que c'est le premier ensemble de solutions. Si nous voulons être meilleurs ailleurs, nous devons d'abord être bien meilleurs chez nous, plus compétitifs. Depuis 9 mois, je crois que ça n'a échappé à personne, nous avons lancé, avec le président de la République, une série de transformations. Ces transformations, elles interviennent dans des champs de l'action publique très différents les uns des autres, mais elles ont des points communs. D'abord, elles sont profondes, ensuite elles sont attendues, et elles sont concomitantes. Je ne veux pas les détailler ici, parce que ça me prendrait du temps et parce que ce n'est pas l'objet. Et je voudrais en mentionner quelques-unes parce qu'elles donnent du sens à ce que je veux dire s'agissant du redressement de la compétitivité de notre économie nationale. D'abord, nous souhaitons investir massivement dans la compétence, dans les compétences. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas, je n'ai jamais pensé que nous étions, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que force de travail, en tant que salariés, en tant que femmes et hommes, que nous étions incompétents. Je dis juste une vérité qui devrait s'imposer avec la force de l'évidence, c'est que mieux nous sommes forcés, mieux nous sommes formés, plus nous sommes forts. Et que chaque fois qu'on élève le niveau de compétence, chaque fois qu'on permet à nos compétences de s'adapter aux transformations du monde, aux révolutions technologiques, aux révolutions géographiques,
aux révolutions commerciales, à chaque fois, on garantit sa propre sécurité et on renforce les chances collectives d'être puissant et d'être fort dans le monde. Investir massivement dans la compétence, c'est la priorité numéro 1. C'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec la ministre du Travail, nous nous attaquons en même temps, comme on dit, au dédoublement des classes de CP dans les quartiers réputés les plus difficiles, parce que faire en sorte que les fondamentaux soient acquis le plus tôt possible dans le système éducatif, c'est faire en sorte que le niveau de compétence puisse suivre et puisse monter. C'est la raison pour laquelle nous transformons le baccalauréat. C'est la raison pour laquelle nous changeons la façon d'appréhender le premier cycle de l'enseignement supérieur, parce que faire en sorte que 60% des gens qui entrent dans l'enseignement supérieur n'échouent pas au bout de 3 ou 4 ans, faire en sorte que cette période incroyablement sensible et importante se traduise par un plus grand nombre de succès pour vous, pour les étudiants, c'est un enjeu collectif, c'est un enjeu en termes de compétences. Transformer l'apprentissage, faire en sorte que notre pays passe de 400 000 apprentis tels qu'ils existent aujourd'hui à un bien plus grand nombre, de façon à ce que nous évitions cette situation inouïe dans laquelle plus d'1,3 million de Français ne sont ni en formation de moins de 25 ans, ne sont ni en formation, ni dans l'emploi. 1,3 million de Français de moins de 25 ans ne sont ni en formation, ni dans l'emploi. Avec l'apprentissage, nous sommes en mesure, si nous le développons avec les régions, avec les branches professionnelles, avec les entreprises, de développer une arme massive contre le chômage et évidemment d'élever le niveau de compétence de notre métier, de notre pays. Deuxième politique importante, bâtir une fiscalité favorable à l'investissement. Là encore, c'est la seule façon d'être plus compétitif. Comment ? D'abord en ramenant le taux d'impôt sur les sociétés français qui est aujourd'hui de 33,3% au niveau de la moyenne européenne, c'est-à-dire 25% d'ici la fin du quinquennat. En simplifiant et en baissant la fiscalité sur l'épargne pour l'orienter vers l'investissement en entreprise. Troisième objectif, créer un cadre favorable à l'embauche. Alors ça passe par la poursuite de la politique de baisse des charges sociales qui pèsent sur le travail, que nous avons engagée. Ça passe aussi par l'adaptation du Code du travail aux contraintes très particulières qui pèsent sur les TPE-PME. C'est le sens des ordonnances travail que nous avons annoncées, pensées, rédigées et mis en œuvre dès la fin de l'année 2017. Je m'arrête là parce que je ne veux pas tomber dans un discours complet sur ce que nous avons fait depuis 9 mois. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la première manière d'équilibrer notre balance commerciale, c'est de restaurer notre compétitivité. Il faut aussi, comme nous le faisons dans le nouveau Conseil national de l'industrie, structurer nos filières industrielles. Et les structurer notamment en pensant à la question du positionnement de gamme, c'est-à-dire en faisant en sorte de viser toujours un peu au-dessus, de monter constamment dans la gamme des productions industrielles. Le ministre de l'Économie et des Finances présentera lundi le résultat de l'audit des filières industrielles. Nous nous attacherons en particulier à ce que chaque filière élabore une stratégie à l'export. Donc ça, ce sont des réponses qui doivent permettre d'améliorer la situation de tout le monde, j'entends de tous les secteurs économiques, des réponses nationales. Des réponses qu'il faut compléter à l'extérieur par une politique commerciale adaptée. Une politique que nous menons avec nos partenaires européens, parce qu'il est plus facile de défendre nos positions quand on parle au nom de 500 millions de consommateurs que lorsqu'on parle au nom de 65 ou de 70 millions de consommateurs. Cette politique, elle consiste, comme nous l'avons fait dans le cadre du plan d'action sur le CETA, à réconcilier commerce et environnement, à faire en sorte que les accords commerciaux de l'Union européenne soient beaucoup plus prescriptifs. Nous en avons, par exemple, obtenu en la matière que l'accord commercial passé entre l'Union européenne et le Japon impose aux parties signataires de mettre en œuvre scrupuleusement l'accord de Paris sur le climat. C'est une belle avancée et c'est un puissant encouragement à poursuivre dans cette voie. Voilà pour les actions macroéconomiques.
J'en viens aux outils qui concernent spécifiquement l'export et qui constituent le cœur de mon propos aujourd'hui. Des outils qui forment ce que certains appellent le service public de l'export. Je ne suis pas sûr d'adhérer totalement à ce terme, car je ne suis pas sûr que l'exportation puisse jamais être un service public. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles doivent l'être. Je ne suis pas sûr que ce soit sain pour elles de l'être. Je suis certain en revanche que nous devons nous organiser collectivement pour faire de l'export une priorité. Ça consiste à accompagner les entreprises et à les financer. Concernant d'abord l'accompagnement, le constat est connu, en particulier des PME. Trop d'acteurs agissent de manière parfois dispersée et souvent concurrente. On sait de quoi on a besoin, d'interlocuteurs uniques près de chez soi et à l'autre bout du monde qui accompagnent les chefs d'entreprise. Ça n'a rien de révolutionnaire de dire ça, ce qu'il serait plus, ce serait de le mettre en œuvre. Les acteurs y sont prêts, l'État est prêt à les y aider. Alors il faut le faire. Le gouvernement a demandé à Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, à qui je réitère tout mon soutien et que je remercie pour son travail, de lui proposer une réforme en ce sens. Ces propositions répondent à une exigence, refonder l'organisation et les modalités de notre dispositif public pour le rendre plus lisible, plus simple et plus efficace. Et ce, en totale coopération avec les régions, qui depuis la loi NOTRe sont responsables de la stratégie d'internationalisation des entreprises de leur territoire et en partenariat avec les CCI. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'ici quelques mois, des guichets uniques verront le jour dans chaque région française. Ces guichets associeront aux collaborateurs des CCI ceux de Business France. Vous pouvez oublier le terme de guichet. Retenez que les régions et Business France vont avoir un point d'entrée unique et que c'est indispensable si on veut qu'il y ait un interlocuteur unique localement pour travailler à l'export. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'associer des expertises différentes et complémentaires. Connaissance des territoires d'un côté, connaissance des filières et des marchés étrangers de l'autre. Les associer pour offrir aux entreprises des conseils de proximité. La création de ces points d'entrée s'accompagnera de la mise en commun de toutes les informations par l'intermédiaire d'un système d'information partagé et par la création d'une plateforme digitale de solutions. Compte tenu de son caractère innovant et des gains de productivité que ce système de partage d'informations permettra de générer, l'État examinera favorablement la demande de son financement par le Fonds de transformation de l'action publique à hauteur d'une dizaine de millions d'euros. Je l'ai dit, ce déploiement s'effectuera sous l'autorité stratégique des régions. Des projets pilotes de cette Team France, comme on dit en bon français, sont déjà en cours de réalisation. Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en Normandie, et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Conséquence logique, nous veillerons à renforcer la place des régions dans la gouvernance de Business France, de manière à ce qu'elles soient représentées à la hauteur de leur participation à cette politique. Je fais confiance à Jean-Yves Le Drian et à Jean-Baptiste Lemoyne pour approfondir le dialogue qu'ils ont noué avec les régions. La même logique d'interlocuteur unique prévaudra à l'étranger, ce qui implique de mieux se répartir les rôles. Ainsi, dans les pays où le marché du soutien aux exportateurs français est mûr et où d'autres acteurs sont prêts à prendre le relais, Business France concédera son activité à des structures privées capables de fournir des services de même qualité. L'idée est de permettre à Business France de se redéployer et de concentrer ses efforts en France ou sur des marchés plus complexes. Je pense par exemple à l'Afrique, où nous devons nous réinvestir, et nous conduirons une première expérimentation en ce sens dans 8 pays. Alors bien sûr, dans certains cas, se présenter groupé et défendre une offre intégrée devant des autorités locales peut avoir du sens. C'est le principe du PAC. C'est le but des comités stratégiques de filière et de leur groupe export. Ils présenteront dans quelques mois leurs conclusions sur la stratégie internationale. Ils seront accompagnés, quand c'est nécessaire, par des ambassadeurs dédiés à l'étranger, par des fédérateurs de familles prioritaires. Je pense à l'offre hospitalière, à la ville durable, à l'agroalimentaire et aux industries culturelles. Et je profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement de leur contribution. La seconde jambe, à côté de l'accompagnement, ce sont plutôt les financements et les garanties. Exporter, c'est prendre un risque d'autant plus grand qu'on est petit.
Un risque que des partenaires financiers traditionnels ne veulent ou ne peuvent pas toujours assumer. C'est pour cela que l'intervention de l'État est parfois nécessaire, soit par l'intermédiaire de prêts, soit par l'intermédiaire de garanties. Des modes d'intervention multiples qui avaient besoin à la fois d'être simplifiés et amplifiés. Alors la simplification d'abord. Nous allons consolider le partenariat stratégique qui existe entre BPI France d'un côté et Business France de l'autre. Ça permettra de proposer à toutes les sociétés exportatrices les produits de financement international et de garantie de la banque publique. Ça peut sembler un peu technique ou synthétique plutôt pour ceux qui nous écoutent, mais c'est une demande récurrente des entreprises et nous devons nous améliorer en la matière et nous coordonner beaucoup mieux que ce qui prévaut jusqu'à présent. Second axe, nous allons simplifier le fonctionnement de l'assurance prospection, qui est l'outil que les PME utilisent le plus. Elle devient une avance remboursable. Les entreprises assurées recevront, dès la signature de leur contrat, une avance de trésorerie égale à 50% de leur budget prévisionnel. Les expérimentations que nous avons menées à Lille ont été suffisamment concluantes pour que nous généralisions le produit. Nous nous engagerons également sur les délais. À compter de la réception du dossier, un délai de traitement devra être respecté. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais cette prévisibilité est cruciale pour les exportateurs. S'agissant du volet compétitivité de ces instruments, nous avons décidé de donner aux entreprises un coup de pouce financier supplémentaire, et ce, de plusieurs manières. En créant une garantie aux filiales étrangères de sociétés françaises lorsque la loi du pays d'exportation l'impose. Il s'agit ainsi de garantir des investissements directs à l'étranger, des investissements qui se traduisent en général par des exportations et par une valorisation de la technologie française. Nous voulons aussi étendre le bénéfice des garanties export aux opérations de moins de 24 mois qui, jusqu'à présent, ne sont couvertes que dans des cas très spécifiques. Nous allons également mettre en place une garantie export dédiée pour des projets qui seraient jugés stratégiques, ce qui constitue une évolution conceptuelle majeure. L'État accepterait de garantir certains projets sans forcément qu'il y ait une opération d'exportation sous-jacente immédiate, mais parce que le bouclage n'arriverait pas à se faire sans cela et que derrière, il y a une logique de déploiement, de l'expertise et de savoir-faire français. Autre mesure, le doublement d'ici 2020 de l'enveloppe des prêts du Trésor qui bénéficient de financement par l'intermédiaire de prêts d'État à État. Cela concerne des zones géographiques de conquête, comme on dit. C'est dans ce contexte, et j'arrête là mon inventaire qui prend rapidement une forme d'inventaire à l'après-vert, que nous avons créé un pass export dont le premier exemplaire vient d'être signé par Madame la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphan et l'entreprise Piriou, qui donc, c'est vrai, Monsieur le ministre, est bretonne. C'est bien. Vraiment. Je ne vais pas en détailler le contenu ici. Madame la secrétaire d'État en a déjà dit un mot. Mais enfin, au fond, c'est un contrat de confiance d'une durée de 3 ans entre l'État et un exportateur qui réduira les obligations administratives. Les chefs d'entreprise présents ici le savent, la concurrence fait rage, pas seulement entre entreprises, mais aussi entre États. Et pour exporter, comme pour attirer les investissements étrangers chez soi d'ailleurs. Ce sont les deux faces d'un même combat. D'où la diplomatie économique très offensive que nous menons. Une de ses expressions les plus spectaculaires a été la réception à Versailles des plus grands patrons de la planète pour leur expliquer les transformations que nous conduisons en France. C'est dans le même esprit que nous avons présenté dès le mois de juillet 2017 des mesures pour attirer les sièges sociaux des entreprises financières qui voudraient quitter Londres après le Brexit, des mesures, des attitudes, des signaux qui montrent que nous sommes conquérants et que la France est de retour. Dernier frein, dernier enjeu, peut-être le plus délicat à manier, l'enjeu culturel. Je l'ai dit, exporter, c'est un état d'esprit qui s'apprend. Il y a peu de choses, disons que pour les choses importantes, vous préférez souvent les confier à des gens qui ont bien été formés, en tout cas qui savent faire. Et bien c'est la même chose pour l'export. Il faut savoir faire. Il faut avoir appris à faire. On peut apprendre quel que soit son niveau. Ce n'est pas une technicité. C'est un état d'esprit, c'est une capacité à s'adapter, c'est une forme finalement d'éducation. Comment est-ce qu'on apprend à exporter? Comment est-ce qu'on
cultive cet état d'esprit? En fait, comme tout sur le terrain. Pardon de le dire dans une école, mais tous ceux qui en sont sortis des écoles sont en mesure de vous dire que le mieux que vous puissiez faire dans une école, c'est apprendre à apprendre. Et que le plus utile que vous apprendrez, ce sera juste après. Et je vous rassure, ce n'est pas simplement vrai en termes de management, c'est vrai pour le droit, je peux en témoigner, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour absolument tout. Mais l'export, c'est pareil. Ça s'apprend et ça s'apprend sur le terrain. Le problème, c'est qu'un chef d'entreprise, et notamment un chef d'entreprise d'une PME, il n'a pas forcément beaucoup de temps pour apprendre l'export. On dirait les étudiants, ils ont parfois des vies qui peuvent être très chargées, parce qu'ils travaillent énormément. Monsieur le directeur général me disait que, ici, on travaillait énormément, toute la journée, le soir, le week-end, parfois les veilles de vacances. Mais enfin, il faut du temps et il faut être aidé. C'est pourquoi, avec l'aide des CCI et des conseillers du commerce extérieur de la France, nous voulons diffuser bien plus largement les formations clés en main en matière de commerce international. Des formations très opérationnelles que nous adapterons aux contraintes et aux besoins des dirigeants de PME. Le second levier culturel que je veux aborder, c'est celui de la maîtrise de l'anglais. J'imagine que son apprentissage, je sais que son apprentissage a un peu changé depuis l'époque où j'apprenais l'anglais. Mais nous devons, là encore, franchir une étape et la franchir vite. Ce que nous voulons avec Jean-Michel Blanquer et avec Frédéric Vidal, c'est accélérer la transformation de cet apprentissage. Parce qu'un quart des emplois sont liés à l'export, parce que même si on ne travaille pas à l'export, on a toujours besoin de l'anglais dans sa vie, parce que, pour le dire sous une forme ironique, l'anglais est désormais la lingua franca. C'est comme ça. Il faut savoir parler anglais si l'on veut agir et bouger dans la mondialisation, si on veut la maîtriser, si on veut maîtriser son avenir. Alors nous allons introduire dès le lycée une logique d'attestation de niveau en langue étrangère qui fera l'objet d'une reconnaissance internationale. En clair, à terme, chaque étudiant, à la fin de son lycée et au plus tard en fin de licence, aura passé un test de type Cambridge ou IELTS, financé par l'État, et qui donnera donc un niveau reconnu, calibré, je dirais, partout à l'étranger. Ces certifications se développeront également dans le supérieur. Nous le généraliserons d'abord dans les formations dont les élèves suivent un cursus à dimension internationale, en BTS ou en licence professionnelle, soit environ 63 000 étudiants. Ces objectifs étant fixés, les deux ministères me rendront un rapport d'ici l'été détaillant les conditions d'une généralisation de cette certification sous 3 ans. Ces mesures, j'en suis convaincu, sont, là encore pour parler en bon français, des game changers. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment changer les choses dans la vie des étudiants et des futurs salariés, car je n'oublie pas évidemment la question de la formation continue. Elles sont de nature à aider encore plus de Français à partir à la conquête du monde. Et pour conclure, je voudrais insister sur cet aspect de la formation, de l'état d'esprit et de la nécessité d'agir groupé si nous voulons améliorer les choses en matière de déficit commercial et devenir beaucoup plus compétitifs à l'export. Et pour vous en donner une illustration de l'état d'esprit dans lequel je vous invite à vous placer, j'irai le chercher dans un livre que tout le monde connaît et que tout le monde devrait lire plusieurs fois. C'est Les Trois Mousquetaires. Oui, vous connaissez, je sais. Mais relisez-le, vous verrez, c'est formidable. Pas simplement à cause de la devise, que tout le monde connaît. Pour tous, tous pour un, très bien. Qui décrit bien d'ailleurs ce que peut être l'état d'esprit qui devrait unir les entreprises françaises lorsqu'elles sont en conquête de marché à l'export. Non. Pour aller chercher le conseil donné au jeune d'Artagnan par son père au moment où le jeune d'Artagnan quitte
le domicile paternel. Il lui donne un conseil qui tient en une phrase, simple, qui résume l'état d'esprit qui doit être celui qui va vous animer si nous voulons relever le défi qui est le nôtre. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Nous devons être conquérants. Nous devons regarder loin. Nous devons absolument renoncer à la petitesse. C'est un combat à mener, un combat pacifique heureusement, mais c'est un combat à mener contre nous-mêmes d'abord, contre nos pesanteurs, contre nos conservatismes et pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Vous en aurez, vous verrez, c'est formidable. Enfin, je vous le souhaite. Voilà ce que je voulais vous dire. La guerre, pardon, pas la guerre. Le combat, c'est pas une guerre. Le combat auquel je vous invite, pour le commerce international, il se gagne ici, chez nous. Dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, dans les territoires et dans nos têtes. Et si nous le relevons, ce défi, alors demain nous réserve de superbes surprises. Merci beaucoup.